La révolution numérique n'épargne pas la chirurgie. Elle est déjà en train de transformer la façon de travailler des chirurgiens en France, mais aussi la qualité de vie des patients. Des systèmes de réalité virtuelle, chirurgie guidée par l'image, des scalpels capables de sentir ce qu'ils coupent, des robots chirurgiens de plus en plus performants. Bref, comment évolue la profession? À quoi ressemblera le futur de la chirurgie? Réponse aujourd'hui avec nos deux invités. Antoine Hakim, chef de l'unité de radiologie interventionnelle à l'hôpital américain de Paris, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Christophe Duhayer, président de Johnson & Johnson Medical France, spécialiste du matériel pharmaceutique et médical, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Duhayer, on prononce? C'est ça. Ok, très bien, comme ça je ne me tromperai plus. Antoine Hakim, expliquez-nous ce que c'est que la radiologie interventionnelle pour qu'on comprenne déjà. Alors, la radiologie interventionnelle, c'est de la chirurgie guidée par imagerie, chirurgie sans cicatrice. Le principe est de positionner un patient sous radio, scanner, IRM, écho, tous les appareils d'imagerie dont on peut disposer, de voir la pathologie, de voir l'organe, de voir la pathologie et de pouvoir la traiter, de pouvoir y accéder en utilisant des appareils d'imagerie, soit en y allant directement avec nos instruments par un chemin très sûr à travers un organe, soit en passant par les voies naturelles. Ça peut être les vaisseaux ou ça peut être système urinaire ou digestif. Donc ce sont des techniques effectivement au maximum ce qu'on peut être en mini-invasif, donc ça veut dire un temps de récupération beaucoup plus court, beaucoup moins de complications. Alors effectivement, au vu du potentiel de ces techniques, alors toutes les spécialités d'organes essayent de récupérer cette technologie. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir différents noms. On peut appeler ça chirurgie mini-invasive, chirurgie percutanée, endourologie, endovasculaire, écochirurgie et j'en passe. Mais tout ça veut plus ou moins dire la même chose, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Quand avez-vous intégré cette technologie à votre pratique exactement? Alors, moi, je suis venu du monde de la radiologie, puis avant de me spécialiser en radiologie interventionnelle, alors il y a eu différentes évolutions. Donc la première étape de la radiologie interventionnelle a été la capacité de traiter les artères, donc typiquement les artères du cerveau ou les artères de jambes. Moi, je suis arrivé au niveau de la deuxième révolution, qui était celle au moment où on pouvait traiter une grande majorité des cancers et des métastases. Et puis j'ai surfé effectivement sur la troisième révolution qui est actuelle, qui est celle de pouvoir appréhender les organes et les pathologies par leur rapport artériel. C'est traiter les organes par les vaisseaux. Vous venez de parler du cancer. Christophe Duhayer, quelles sont aujourd'hui les pathologies pour lesquelles ces solutions sont un vrai plus? Il me semble que la majorité des cancers aujourd'hui, traités de manière chirurgicale, au moins au bloc opératoire ou de type interventionnel, la majorité des cancers peuvent être traités avec ces nouvelles technologies. Et donc tout type de cancer? Quasiment tout type de cancer, surtout tout ce qui est chirurgie générale. À quel besoin, Christophe Duhayer, répondent ces nouvelles technologies dans les hôpitaux? On en a parlé un tout petit peu avec Antoine Hakim, c'est-à-dire une meilleure récupération des patients, rester le moins longtemps peut-être aussi sur un bloc opératoire. C'était des véritables besoins, ça, aujourd'hui, dans l'hôpital? Oui, alors la chirurgie digitale, c'est vraiment l'idée, c'est de façonner un monde où les interventions chirurgicales sont plus intelligentes, sont moins invasives et sont plus personnalisées. Et donc l'idée, c'est de répondre aux attentes, bien évidemment, des personnels de santé et bien évidemment aussi des patients pour qu'ils puissent récupérer plus vite, que la chirurgie soit plus efficace, qu'ils puissent reprendre une vie normale plus rapidement. Et puis à la fin, c'est une baisse de la durée de séjour et des économies pour les systèmes de santé lorsqu'on le regarde tout le parcours du soin du patient de A à Z. Antoine Hakim, pourquoi vous en faites-vous un axe prioritaire à l'hôpital américain de Paris? Ça vous semble logique? Parce que effectivement, d'une certaine manière, c'est un peu l'avenir. Et puis, effectivement, c'est exactement pour reprendre tout ce que vous avez dit, ça permet effectivement moins de complications, un retour à la vie normale très rapide, parfois la plupart du temps, c'est le lendemain. Et puis, effectivement, la préservation de la qualité de vie, si je peux me permettre de donner, par exemple, un exemple dans le cancer. Aujourd'hui, par exemple, grâce à l'imagerie, grâce au progrès de l'imagerie, on va détecter des tumeurs de manière de plus en plus précoce. Si on prend par exemple le rein, on va détecter des tumeurs du rein de petite taille au tout début. Ces patients-là, aujourd'hui, quelle que soit quelque part la technique qu'on utilise, on est capable de les guérir de leur cancer. Le problème, c'est qu'à long terme,
ils vont souffrir ou ils vont tomber malades parce qu'on leur a enlevé une partie de l'organe du rein. Et donc aujourd'hui, typiquement, grâce à la radiologie interventionnelle, on voit la tumeur sous scanner, on va introduire une aiguille, on va juste traiter la tumeur par des moyens physiques, chaleur, le froid. Ça va permettre donc de préserver complètement l'organe. Le patient va pouvoir ressortir le lendemain, il sera définitivement traité et en plus, il aura préservé tout son organe, toute sa fonction rénale pour le reste de sa vie. Donc qualité de vie du patient, du côté du chirurgien, de votre côté, qu'apporte-t-elle dans le processus, notamment peut-être de la prise de décision? Ça vous aide à aller plus vite? Alors, ou pas forcément plus vite, en tout cas à prendre mieux des décisions? Ça nous permet surtout de rassurer encore plus le patient, c'est-à-dire qu'on va non simplement être capable de le traiter, mais de lui assurer qu'on va pouvoir lui garder une qualité de vie. Et en plus, on va le rassurer en lui disant qu'effectivement, le risque de complications aujourd'hui est nettement moindre de ce que c'était dans le temps. Donc finalement, le patient va arriver beaucoup plus serein. Effectivement, on va pouvoir avoir des décisions beaucoup plus rapides vis-à-vis du patient en le rassurant énormément. Christophe Duhayer, donc la chirurgie du futur, c'est une chirurgie donc juste de moins en moins invasive. C'est presque juste ça aujourd'hui quand on parle de chirurgie de demain. Moins invasive et plus personnalisée. Et donc l'idée de personnaliser, c'est d'avoir et d'aider justement le personnel hospitalier, les chirurgiens, à mieux planifier la chirurgie en amont, en préopératoire, et puis bien évidemment prendre des décisions plus constructives en péropératoire, donc pendant l'intervention chirurgicale. Un exemple, on a un partenariat avec une start-up française de Strasbourg qui s'appelle Visible Patient et qui aide sur la base d'images IRM ou scanner de la reconstruction de l'organe en 3 dimensions. Donc, vous prenez un cancer thoracique par exemple, le chirurgien aura l'organe en 3 dimensions en préopératoire. On les voit aux images. Et pourra, de par ce fait, mieux planifier sa chirurgie et être plus précis. Et justement, comme le disait monsieur, donc être beaucoup plus focalisé sur la tumeur et moins abîmer le tissu sain et le laisser pour aider le patient à récupérer plus vite et avoir une meilleure qualité de vie sur le long terme. Christophe Duhayer, vous qui avec Johnson & Johnson fournissez ce type de matériel médical, ces innovations-là, comment se passe la formation des chirurgiens et personnels soignants sur ces nouvelles technologies? Comment on l'intègre? Je poserai la même question à Antoine Hakim, comment vous avez été formé, de quelle manière? Mais comment en tant que fournisseur, on intègre la formation au processus de distribution? Oui. Alors la formation, c'est la pierre angulaire de notre travail quasiment. C'est-à-dire qu'il faut former non seulement les chirurgiens, mais le personnel hospitalier qui est autour du chirurgien au bloc opératoire. Et donc pour cela, on a des centres de formation propres à Johnson & Johnson, en France et bien évidemment à l'étranger. On a un centre européen à Hambourg où on peut opérer sur des cochons, on a des cadavres, etc. Vraiment quasiment... on reproduit le réel de la chirurgie. Et puis, bien évidemment, on s'entoure. C'est vraiment un travail collaboratif. Donc, c'est les chirurgiens qui vont former d'autres chirurgiens et sur ces nouvelles technologies. Et ils peuvent s'entraîner sur des modèles particuliers en amont et pour arriver sur la chirurgie le jour J complètement armés. Antoine Hakim, comment s'est passée la formation, votre formation sur ces nouvelles technologies, la formation des chirurgiens ou du personnel soignant de manière générale à l'hôpital américain de Paris? Alors nous, on venait du monde de l'imagerie, donc finalement, quelque part, l'analyse de l'image, on l'avait déjà. Il suffisait juste, effectivement, de savoir un peu utiliser maintenant après les instruments et puis avoir l'audace, mais après de traiter, parce que c'est vrai qu'un radiologue qui se met à traiter, c'était quelque chose de nouveau. Donc finalement, on a eu accès effectivement aux animaux pour s'entraîner, pour le matériel. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus des simulations virtuelles avec des logiciels qui nous permettent de reproduire quasiment le réel, ce qu'on voit au quotidien. On est sur des formations régulières, puisque ce sont des technologies qui évoluent très vite. Il faut sans cesse s'adapter, j'imagine. La formation, c'est presque tous les jours? Exactement. Alors oui, et on a de la chance aujourd'hui, c'est que des formations, effectivement, grâce au laboratoire, effectivement, on en a accès de plus en plus. Aujourd'hui, la nouveauté en plus qui s'est développée encore plus avec le Covid, c'est que vous avez de ces formations maintenant en ligne, en permanence. Vous pouvez voir des confrères qui opèrent, qui vous expliquent leurs nouveautés. Et donc c'est vraiment quasiment quotidien. Tous les jours, on a accès à de la formation en ligne, au bloc opératoire. Ou bien effectivement en salle de simulation virtuelle. Christophe Duhayer, comment s'assurer que ces nouvelles technologies soient et restent au service des chirurgiens et non pas l'inverse? C'est aussi la question qu'on peut se poser quand on est sur une thématique aussi importante que celle de la santé. Comment s'assurer
qu'on se place toujours du côté du chirurgien, du patient? Alors, on est convaincu que la chirurgie digitale et son avènement au niveau du bloc opératoire des mains du chirurgien, c'est un travail collaboratif avec le personnel hospitalier et les établissements de santé. Et donc on a quelques cas très précis. La formation, vous parlez de la formation sur le traitement des AVC par exemple. On a un centre de formation au CHU de Lille qui permet de former tous les neuroradiologues au traitement, à la prise en charge des AVC. Et puis ensuite, on a des partenariats avec par exemple l'IHU de Bordeaux, le Lyric, pour la prise en charge et en tout cas la détection des malformations cardiaques et surtout de la mort subite cardiaque. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a avec l'IHU de Bordeaux, avec la PHP et la fondation APHP sur justement les PROMS, donc les Patient Reported Outcome Measures, qui permettent de demander aux patients quel est son ressenti en post-opératoire pour justement prendre non seulement le côté du chirurgien, mais clinique, mais aussi le ressenti patient dans la prise en charge des patients. Donc on sent bien que le ressenti patient est aussi une valeur à prendre en compte, même peut-être la première à prendre en compte, c'est ce que vous nous dites. On va peut-être parler ensuite des autres orientations stratégiques en matière de recherche sur lesquelles vous travaillez. Antoine Hakim, pourquoi l'imagerie 3D plus qu'autre chose aujourd'hui permet-elle de changer la donne ? Tout simplement, vous n'avez même plus besoin d'introduire une caméra à l'intérieur. Vous avez tout sur vos écrans d'imagerie. Donc, au final, vous ne pouvez pas faire plus mini-invasif que ça. C'est de la chirurgie véritablement sans cicatrice. Il faudrait peut-être quelques exemples. Aujourd'hui, toutes les pathologies, un radiologue interventionnel ne sait pas ouvrir. Il déteste avoir une cicatrice. Et donc, finalement, le patient, quand il repart, il ne voit rien. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Et je pense que globalement, on est, je pense, un peu au summum. Ouais. On a atteint le summum du mini-invasif. C'est pour ça tous les enjeux liés un peu à tout ce qui est imagerie, à la radiologie interventionnelle. Cette imagerie 3D vous apporte toutes les informations dont vous avez besoin, absolument toutes? Quasiment tout. C'est compliqué de dire tout. Oui, quasiment tout. Et finalement, non simplement, ça vous permet de voir l'organe, la pathologie, le chemin, et puis toutes les structures dangereuses à côté, à ne pas toucher. Que dans le temps, effectivement, c'était là où il y avait les complications. La petite artère qui a été coupée de manière malencontreuse. Là, grâce à l'imagerie 3D, vous la voyez toujours en permanence. Et en plus, effectivement, donc nous déjà, on a l'imagerie en temps réel pour nous aider, mais aussi finalement en ayant l'imagerie préopératoire, ça vous permet de préparer toute votre intervention, de le répéter 2-3 fois. Finalement, c'est comme un pilote qui prépare son plan de vol à l'avance. Ça permet effectivement de venir de manière beaucoup plus serein et d'éviter tout un tas de complications et de ne pas être surpris au moment réel, au moment où vous êtes pendant l'intervention. Christophe Duhayer, on a l'impression que cette imagerie 3D atteint presque déjà des sommets. Comment peut-elle encore être améliorée? De quelle manière vous travaillez encore là-dessus? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à venir. On est peut-être au balbutiement de l'imagerie, de ce que peut apporter l'imagerie en préopératoire et en péropératoire. Et donc, on travaille bien évidemment avec un tas d'acteurs et de start-up ou d'acteurs plus importants, type Google, pour le développement d'options qui vont permettre au personnel hospitalier d'être encore plus précis dans leurs gestes opératoires. Quel est l'intérêt pour vous de vous appuyer sur des startups? Vous venez de parler de startups. Quel est l'intérêt pour vous? C'est peut-être elles qui sont à la base de l'innovation. Aujourd'hui, vous avez besoin d'elles? Je crois que l'innovation, elle vient de tous les courants, que ça peut venir beaucoup de la part du personnel de santé, des chirurgiens, des startups ou des plus grands groupes. Donc il faut créer un écosystème collaboratif pour pouvoir justement développer des technologies plus rapidement et puis qui soient plus à même d'apporter une vraie valeur ajoutée. Je voulais vous poser la question, quelles sont aujourd'hui au sein de Johnson & Johnson les principales orientations stratégiques en termes de recherche? Alors aujourd'hui, on travaille bien évidemment beaucoup sur l'oncologie et on investit énormément vraiment sur la chirurgie digitale qui touche tout type de chirurgie, que ce soit orthopédique, générale. On a investi depuis 2017 plus de 12 milliards de dollars en recherche et développement. On a même augmenté, malgré l'année 2020 très difficile, augmenté nos budgets de recherche et développement. Depuis 2018, ce sont plus de 150 partenariats et acquisitions stratégiques avec des petites ou moyennes entreprises dans le monde entier. Et d'ailleurs, un des exemples, c'est Orthotaxi. C'est une start-up grenobloise qui travaille
travaillait sur un robot chirurgical pour la chirurgie orthopédique. Et force est de constater que ce robot vient d'être lancé. Il n'est pas encore marqué CE, mais il a été lancé aux États-Unis un petit peu plus tôt dans l'année. Et donc, on attend le lancement en Europe dès qu'il sera marqué CE. Peut-être pour casser les clichés, je ne sais pas, Christophe Duhayer, ce que vous allez me dire, ces technologies, notamment sur l'imagerie 3D, est-ce qu'elles coûtent véritablement cher aujourd'hui? Dites-nous, parce qu'on peut imaginer, peut-être le reproche qu'on peut faire aussi, après, c'est d'une digitalisation ou une numérisation à double vitesse, avec des hôpitaux qui auraient les moyens financiers de s'approprier ces technologies-là, et d'autres non. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça reste encore très cher? Est-ce que vous travaillez aussi sur des manières d'aider les hôpitaux peut-être à financer ces technologies-là? Alors, je pense que la question du financement, c'est encore un autre sujet, et selon les pays, est très différent. En France, on travaille bien évidemment avec le ministère pour justement adapter la manière dont est remboursée la santé, pour prendre de plus en plus en compte le parcours patient de A à Z. Et donc, pour ne pas gérer en silo chaque étape du parcours patient, et donc pour avoir vraiment une continuité dans la prise en charge et dans le paiement de cette prise en charge, parce que l'idée de toutes ces nouvelles technologies, c'est que le patient aille mieux, plus vite, et qu'il libère son lit d'hôpital plus rapidement, et donc tout ça, ça doit avoir un impact économique sur le système de santé, c'est ce que l'on souhaite aussi en tant qu'industriel. Antoine Hakim, en tant que chirurgien, comment on se place par rapport à cette question? De quelle manière vous travaillez peut-être avec des chirurgiens d'autres hôpitaux? Comment vous échangez sur ces sujets-là, sur cette digitalisation, sur ces innovations-là au sein de l'hôpital? De manière très passionnelle, puisqu'effectivement, nous-mêmes, ça nous impressionne au quotidien ce qu'on est capable de faire en s'aidant de l'imagerie. Donc c'est vrai qu'on communique beaucoup entre nous, et puis effectivement, on essaye de partager nos astuces pour effectivement à chaque fois faire mieux, aller plus loin, et puis surtout, et c'est ça qui est incroyable, traiter de plus en plus de pathologies différentes en s'aidant de la radiologie interventionnelle. Il y a quasiment chaque mois, tous les 2 mois, quelqu'un qui va être capable de remplacer une chirurgie un peu invasive par une technique de radiologie interventionnelle ou de chirurgie mini-invasif. Et pour revenir effectivement sur ce que vous dites, l'accès, oui, il faut être conscient que toute cette nouvelle technologie effectivement coûte cher, et que la médecine effectivement de pointe coûte cher, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Nous avons parlé de cette chirurgie du futur. Antoine Hakim, je le rappelle, vous êtes chef de l'unité de radiologie interventionnelle à l'hôpital américain de Paris. Merci. Christophe Duhayer, président de Johnson & Johnson Medical France, spécialiste donc du matériel pharmaceutique et médical. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Tech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous.